Bonjour encore et merci beaucoup. Excusez-moi que... Voilà, merci beaucoup pour votre présence dans notre émission. Il y a une question qu'on se pose aussi, hein, comme vous et moi, nous nous posons la question, est-ce que l'armée congolaise suit-elle les débats qui se trouvent sur les réseaux sociaux? Est-ce que l'armée congolaise est-elle informée de ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Je vais vous faire une petite analyse pour vous faire comprendre. Il y a des images qui sont parties, qui sont venues sur les réseaux sociaux. On nous a dit que Paul Kagame était au Qatar. La question que je me pose, est-ce que l'armée congolaise a-t-elle analysé les raisons pour lesquelles Paul Kagame est parti au Qatar? La deuxième chose, sur les réseaux sociaux, on nous a montré des fils indiens, des soldats rwandais en train de se diriger vers une direction. Ils quittent Nyangezi, ils quittent Walikale, ils quittent Kichanga, ils sont en train de se diriger vers une direction. Alors que pendant ce temps, les mines de Roubaïa étaient menacées d'être prises. La ville de Roubaïa, la cité de Roubaïa était menacée d'être prise. Mais on voit les soldats rwandais, ils se pavadent, ils circulent, ils traversent Bukavu, ils traversent Walikale, ils traversent beaucoup de villes. Vous voyez des soldats fatigués. L'armée congolaise a-t-elle compris d'où venaient ces soldats et où allaient ces soldats? Ou alors elle a compris peut-être que c'était un repli stratégique ou bien Kagame était en train de se retirer pour quitter le pays. Nous ne faisons pas l'armée. Vous voyez, nous, quand nous faisons des analyses, nous avons tendance à dire des choses sans connaître ce qui se passe dans l'armée. Et d'ailleurs, même ce que je vais dire, je suis conscient que je ne connais rien de ce qui se passe dans l'armée. En tout cas, je ne connais rien. Mais seulement nous remarquons certaines choses et nous disons, nous appelons ces choses des erreurs ou des défauts ou alors des trahisons. Mais seulement, nous ne savons pas, nous n'avons pas la maîtrise sur l'armée. Voilà pourquoi nous disons. C'est-à-dire, tout ce que je vais dire ici, ce sont des paroles de quelqu'un qui n'a aucune expérience sur l'armée. Alors, vous allez m'excuser la façon dont je vais parler parce que je n'ai pas assez d'expérience sur l'armée. Mais il y a des choses qu'on peut quand même se dire. L'anticipation. Quand vous voyez des soldats en train de se diriger vers une direction, vous ne pouvez pas comprendre que ces soldats sont en train d'aller renforcer vers Roubaïa. On ne peut pas comprendre ça. Quand on voit Kagame quitter, il quitte le Rwanda, il va au Qatar. On ne peut pas comprendre que Kagame est peut-être parti renforcer, peut-être financièrement. Il est parti demander des finances pour qu'il continue à faire descendre les minéraux de quoi? Les coltans au Qatar. Est-ce qu'on ne peut pas comprendre ça? Peut-être nous, on a compris seulement que non, il est affaibli et tout ça. Bon, je ne sais pas quelle lecture l'armée congolaise était en train de faire. On nous informe toujours dans les réseaux sociaux. C'est la question que je me pose. Est-ce que l'armée congolaise est-elle aussi sur les réseaux sociaux? A-t-elle aussi un compte sur les réseaux sociaux pour suivre ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux? Vous allez remarquer que si un jour vous injuriez le président de la République, là vous allez vous rendre compte que l'armée est sur les réseaux. La police est là. Si vous parlez mal d'une autorité, là vous vous rendrez compte que la police est là. Donc tout le monde a suivi. Mais s'il faut dire parfois certaines choses, nous devons être aussi sûrs que l'armée nous a écoutés. Les Ouazalendo étaient à 4 km de Roubaïa. Ils étaient prêts à entrer dans Roubaïa. Ils ne demandaient qu'une seule chose. Nous avons besoin du secours aérien. En tout cas, pour le moment, on a besoin du secours aérien. Parce que l'armée rwandaise est en train de se renforcer à Roubaïa. Ben bon, on n'a vu aucune réaction. On s'est dit, mais peut-être que c'est la politique. Peut-être on ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe avec l'armée congolaise? On ne sait pas. Mais qui peut condamner l'armée congolaise? Qui connaît quelque chose en armée? Nous autres là. En tout cas, est-ce que nous avons un mot à dire à l'armée? Qu'est-ce que nous pouvons dire à l'armée? Ce sont des experts. Ces gens sont engagés par le frais de l'État. Ils sont payés par l'argent que nous payons, l'argent d'impôts et coûts, tout ça. On les forme, on leur donne des instruments de guerre, on leur donne l'intelligence, on donne tout à l'armée pour que l'armée se prépare sérieusement à la guerre. Bien alors, il ne faut pas reprocher à l'armée d'avoir commis une erreur. Je ne sais pas. Mais nous, là, l'analyse que nous faisons, c'est l'analyse des gens qui ne sont pas experts en armée. Peut-être que l'armée a tenté d'amener des drones à Roubaïa et ça n'a pas réussi, on ne sait pas. Maintenant, la question qu'on va se poser, est-ce que les drones qui ont été dernièrement bombardés à Roubaïa étaient-elles les drones de l'armée ou les drones du Rwanda? On ne sait pas. Parce que si c'était les drones de l'armée, pourquoi quand les Ouazalendo ont été à 4 km, l'armée n'a pas renforcé? Parce que pendant que les drones travaillent avec l'espace aérien, il est en train de contrôler l'espace aérien, les drones, avant d'envoyer les drones, on est en train de voir les mouvements des troupes. On connaît que les mouvements des troupes se trouvent à tel endroit, à tel endroit. Maintenant, pendant que les réseaux sociaux sont en train de publier les mouvements des troupes, pourquoi les drones ne peuvent pas suivre les mouvements des troupes et les arrêter?
Pourquoi attendre que quand ces gens se renforcent, c'est alors qu'on envoie maintenant des drones pour réagir? Pourquoi avant même? Pourquoi il n'y a pas eu anticipation? Ce qui se passe à Roubaïa, c'est une grande école de la guerre. Et nous avons peut-être un déficit d'anticipation. Mais bon, ne condamnons pas l'armée parce que nous ne sommes pas experts. C'est pourquoi je vous ai dit, ne prenez pas ce commentaire comme, ou bien cette analyse comme une analyse d'un expert. Non, je ne suis pas un expert en armée. L'armée seule pour ce pourquoi elle envoie des drones à telle période ou à telle période. L'armée sait. Parce qu'il faut reconnaître aussi que si nous disons que l'armée congolaise est faible, mais pourquoi alors les rebelles n'ont pas pu aujourd'hui avancer, quitter Ouvira et tout ça? Pourquoi? C'est que l'armée quelque part continue à se défendre. Nous ne pouvons pas dire de mauvaises choses sur notre armée alors que nous avons vu des résultats. Nous ne pouvons pas dire. Quand l'armée bombarde ou bien envoie des drones, ce n'est pas nous qui envoyons l'armée. Eux-mêmes, ils savent quand est-ce qu'ils envoient des drones et quand est-ce qu'ils n'envoient pas. Mais seulement nous voudrions que la guerre se termine comme nous le voulons. C'est ça le grand problème. Nous voulons que la guerre se termine à notre manière, à notre façon à nous. Moi, je vous demande de faire confiance à l'armée. Nous allons récupérer Roubaïa, nous allons récupérer tout ce qui se passe, mais continuez à faire confiance à l'armée. Parce que nous avons vu des résultats. Nous avons vu ce que l'armée est en train de faire. Alors, tout ce que nous demandons à l'armée, c'est de veiller à ce que cette avancée de Roubaïa puisse nous aider à récupérer Roubaïa et à récupérer Goma en même temps. Parce que si nous récupérons Roubaïa, nous allons prendre la force du Rwanda et même de l'AFCM 23. Ce n'est pas pour rien que Kagame a laissé même d'autres villes. Et maintenant, là, vous allez comprendre même les raisons pour lesquelles Kagame était en train de lancer les soldats, même jusque vers Ouvira, vers où l'objectif c'était de préserver les minéraux de Roubaïa. Vous allez comprendre pourquoi Kagame était en train de rêver de prendre les Massissi, de prendre Goma. Son objectif à lui, c'était juste de préserver les minéraux de Roubaïa. Donc pour Kagame, c'est quelqu'un qui voudrait peut-être que le président Félix Tshisekedi lui dise, bon, monsieur Kagame, c'est bon, qu'est-ce qu'on va faire? Tu livres Kabila, tu livres Nanga, tu livres, mais nous te laissons les minéraux de Roubaïa. Kagame est prêt même à ça. C'est-à-dire Kagame, pour lui, la guerre, c'est les minéraux de Roubaïa. Il y a même quelqu'un qui a dit, non, mais pourquoi la RDC ne libère pas les grandes villes? Non, les grandes villes de Kagame, ce n'est pas Goma, ce n'est pas Bukavu, ce n'est pas... Ça, ce sont des endroits où il a mis, juste pour protéger les minéraux de Roubaïa. Donc c'est juste un garde-fou pour les minéraux de Roubaïa. Goma, Bukavu, tout ce qu'il était en train de faire, c'était juste un garde-fou pour protéger les minéraux de Roubaïa. Vous voyez, Kagame fait tout pour protéger les minéraux de Roubaïa. C'était ça en fait la guerre. Et maintenant, l'armée congolaise jusque-là, elle vient de comprendre qu'il faudra qu'on prenne les minéraux de Roubaïa. Mais malheureusement, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a encore de la trahison au sein de l'armée? On ne sait pas. Est-ce que c'est juste une stratégie que l'armée est en train de prendre pour lancer l'attaque au moment voulu? Parce que nous avons vu, là on ne peut pas reprocher, dire que non, l'armée n'utilise pas les drones. Non. Nous avons vu comment est-ce que l'armée est en train d'utiliser les drones. Nous avons vu comment est-ce que l'armée est en train de travailler. La question qu'on se pose, est-ce que réellement, ce qui est à Kisangani, les rebelles ont-ils réussi à mettre à plat les drones congolais de sorte qu'on ne peut pas réagir? On ne sait pas. Alors, la question, c'est l'armée qui doit nous expliquer pourquoi quand les Ouazalendo sont arrivés à 4 km de prendre les mines de Roubaïa, la cité tout entière de Roubaïa, pourquoi l'armée n'a pas envoyé des drones pendant que l'armée rwandaise était en train de se renforcer? Pour le moment, l'armée rwandaise s'est beaucoup renforcée et de plus en plus, il y a maintenant une très grande guerre autour de Roubaïa. Qu'est-ce qui empêche que dans les jours qui viennent, vous apprenez que non, les Ouazalendo ont reculé un peu? On ne sait pas, c'est possible. Parce qu'ils se sont beaucoup renforcés. On leur a laissé beaucoup de temps pour se renforcer. J'ai fait une vidéo dernièrement pour vous montrer que même ce que Kagame a fait pour Kisangani, il était juste en train de distraire les Congolais pour renforcer Roubaïa, afin de protéger les mines de Roubaïa. L'objectif de Kagame, c'est protéger Roubaïa. Il a pris Goma, Bukavu et tous ces soldats qui les a mis partout pour protéger Roubaïa. Et la preuve est là. Vous pouvez reconnaître la preuve. Quand Roubaïa a été menacé, il a retiré tous les soldats de Goma, de Kichanga, de Walikale, de partout. Il dit, venez et protégeons notre richesse, notre ville, notre bonheur. Et que fait l'armée pendant ce temps? L'armée doit prendre ses dispositions. C'est tout ce que nous demandons à l'armée. Travailler sérieusement pour que le 30 juin, en tout cas d'ici le 30 juin, Goma, Bukavu, Roubaïa soient libérés. Ça sera une grande fête pour le 30 juin. C'est ce que je demande à l'armée. En tout cas, faites-nous plaisir qu'au bout de ce 30 juin, nous puissions faire une grande fête. Nous ne vous condamnons pas. Nous avons confiance en vous. Nous continuons à croire en vous, les Ouazalendo. Nous ne savons pas ce qui se passe. Vous-même, vous avez l'expérience. Vous-même, vous savez ce que vous faites. Mais que ça ne soit pas de la trahison, s'il vous plaît. Que ça ne soit pas de la trahison. Travaillez sérieusement et efficacement pour que d'ici le 30 juin, nous puissions récupérer toutes ces villes qui sont à l'est de la RDC. Voilà. Merci beaucoup et à la prochaine.
Bonjour à tous. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Singapour? Je vais vous parler un peu du Singapour. Vous pouvez aller sur Internet, hein, vous pouvez aussi écrire une question sur Singapour. On va vous donner tous les détails, l'historique même de Singapour et tout ça. Mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention sur l'histoire du Singapour. Je voudrais un peu aujourd'hui vous en parler et ça va nous aider. Je vous donne juste quelque chose que Wikipédia et l'intelligence artificielle nous donnent. Singapour est une cité, État insulaire, donc c'est une île ultra moderne, située en Asie du Sud-Est, à la pointe de la péninsule de la Malaisie. Donc c'est juste à côté de la Malaisie. C'est un carrefour mondial majeur, connu pour, et Singapour connu pour sa sécurité, son économie florissante, sa propreté et son mélange unique de cultures. Donc, 3 cultures, chinoise, malaise et indienne. Il y a un très grand port qui relie l'Inde à la Chine. Je crois que peut-être que c'est la plus grande richesse du Singapour. C'est un pays qui n'a pas de richesse. Dans les sous-sols ou dans quoi, ils n'ont pas de richesse. Ils n'en ont pas. En 1965, Singapour était l'un des pays les plus pauvres du monde, haï par tout le monde à cause de la saleté, du désordre, des gangs, de Kuluna et de toutes sortes de mauvaises vies. Et la Malaisie a dit non, non, on ne peut pas s'associer à un tel pays. On l'a rejeté. L'Angleterre qui a colonisé le Singapour a quitté. Il dit non, mais il n'y a rien à gagner, à part le port qu'il y avait là. Il n'avait rien à gagner dans Singapour. Mais il y a un dirigeant qui est arrivé, le jour où la Malaisie a rejeté Singapour. Il est arrivé à la télé, il a regardé son pays, il a pleuré. Devant les caméras de la télé, il a commencé à pleurer. Le président a demandé 6 semaines de congé. Il a disparu. Sans téléphone, sans quoi que personne ne le cherche pendant 6 semaines. Le gouvernement a été arrêté. Il ne savait pas quoi faire de la Malaisie. Il ne savait pas quoi faire. Qu'est-ce que nous allons faire? Non, du Singapour. Ils ne savaient pas quoi faire. Tous les États qui étaient en union là, comme EAC que nous avons en Afrique ici, Union africaine ou quoi, ils ont rejeté ces pays. C'était les pays les plus sales, les pays les plus désordonnés. Si vous vous associez au peuple, c'était des peuples qui étaient sales, désordonnés, pauvres. Donc un pays qui n'a pas de vie, qui n'a pas de forme. Donc en fait, c'était la mort du pays. Quand le président est arrivé, il s'est retiré pendant 6 mois. Et quand il se retire, il sort une parole, il dit que nous devons nous battre pour sauver notre pays. Nous ne devons pas nous décourager. Nous devons nous battre. Alors, la première chose qu'il a pu faire, comme l'État n'était pas reconnu dans le monde, il a d'abord commencé à faire reconnaître son État au niveau des Nations Unies. Il s'est affilié au niveau des Nations Unies et les Nations Unies ont reconnu Singapour comme un pays, un État à part. La deuxième chose, le président s'est dit, le pays n'avait pas d'armée. Donc le pays n'avait rien en fait. Sans armée, sans argent, sans ressources, sans quoi, à part le port qui était là. Aucun pays n'enviait vivre dans Singapour. Alors, le président a pris la première décision, il a dit, ah, qu'est-ce qu'on peut faire? Il a cherché un pays qui pouvait aider à former les militaires. Il est parti en Israël. Il a coopéré avec les Israélites. Les Israéliens sont venus. Ils sont arrivés au Singapour. Ils ont formé les soldats. 16 000 soldats ont été formés pour la première fois au Singapour. Mais vous savez, former les soldats, c'est une chose. Mais il faut les payer. Le pays n'avait pas assez d'argent. Donc un pays même avec une armée forte, mais tant que ce pays est pauvre, ce pays restera toujours pauvre. Et il n'y a rien de rien. Même si la défense pouvait être forte, formée par les Israéliens, mais tant que ce pays était pauvre, est-ce qu'il y avait quelque chose à espérer? C'était un problème très sérieux pour le Singapour. Maintenant, qu'est-ce que le président pouvait faire? Il a tout fait. Il ne voyait pas d'issue. Puis finalement, il a pris une très grande décision. Il a appelé un économiste, néerlandais, il a appelé un très grand économiste, je crois que ça va être Will Smith, c'était son nom. Il a dit, monsieur l'économiste, c'est vous qui connaissez l'économie, regardez un peu mon pays, faites comme si c'était vous qui étiez le président de ce pays, qu'alliez-vous faire pour développer ce pays? Le président s'est humilié. Il a dit, je ne connais pas que faire de ce pays. Maintenant, faites comme si c'est vous qui étiez le président de ce pays. Qu'alliez-vous faire pour ce pays? L'économiste l'a regardé et lui a dit,
Je vais te donner quatre conseils, mon frère. Si tu veux que ton pays réussisse, abandonne d'abord la première théorie que vous avez, le nationalisme, les doctrines politiques. Abandonnez d'abord ça. Parce que si vous avez vos doctrines là, nationalisme, les doctrines de la nation et tout ça, vous n'irez nulle part. Abandonnez d'abord ça. La deuxième chose, ouvrez votre pays au monde et mettez les bonnes conditions pour les multinationales. Laissez les multinationales venir dans votre pays. Votre pays va se développer. Donnez de bonnes conditions aux multinationales pour que les multinationales viennent investir dans votre pays. Vous allez réussir facilement. Votre pays va renaître. Et comme il y a déjà un port ici, et beaucoup de gens peuvent envier, il y a déjà des terres, c'est une île. C'est qu'il y a des pistes de tourisme et tout ça. On peut développer. Laissez les multinationales façonner votre pays. Mais alors, pour que les multinationales viennent, voici les 4 conditions que l'économiste a données au président de Singapour. Et c'est là que moi je veux intervenir. Voici les 4 conditions que l'économiste a données au président de Singapour. Première condition, vous devez mettre une stabilité totale dans le pays. Montrez que votre pays est stable. Battez-vous pour que le pays soit d'abord stable. Économie, un peu de ceci, battez-vous pour mettre... C'est la première condition que les multinationales aiment. La deuxième condition, essayez de faire une fiscalité simple et basse. C'est-à-dire, facilitez aux gens de créer les entreprises. Ne mettez pas beaucoup de taxes. Ne mettez pas beaucoup de taxes pour que les multinationales viennent créer des entreprises. Facilitez-leur la tâche. Quand quelqu'un vient, il trouve que l'investissement dans ce pays est trop bas. Je peux investir facilement et les conditions de sécurité sont bien réunies. Ça, c'est la deuxième condition. Baissez la fiscalité et puis rendez simple la création d'une entreprise. Troisième condition. Commencez à former une main-d'œuvre avant que les multinationales arrivent. C'est-à-dire former des techniciens, former des ingénieurs, former toutes sortes de main-d'œuvre avant que les multinationales arrivent. Il ne faudra pas que quand les multinationales arrivent, qu'ils commencent à amener les travailleurs à partir de l'Occident ou bien d'où ils viennent. Ça va coûter trop cher. Si vous avez une main-d'œuvre sur place, vous avez des techniciens, vous avez des ingénieurs, vous avez des électriciens, vous avez tous ceux qui peuvent faire tout pour les multinationales, vous allez évoluer. Et la quatrième condition, établissez une hygiène parfaite dans tous les pays. Rendez votre pays hygiénique. Rendez votre pays hygiénique et vous allez voir comment vous allez évoluer. C'était tout. C'était le boom, c'était le conseil qui avait fait le départ du Singapour. Alors, le président a pris une grande décision. Il dit, je vais appliquer ça. Il a appliqué. Il a baissé les taxes pour l'investissement des entreprises, afin que les multinationales s'investissent. Deuxièmement, il a mis la stabilité dans le pays et la sécurité. Et maintenant, il a arrangé le pays, il a mis la propriété partout. Et les multinationales ont commencé à venir, à descendre. C'est alors que le pays a commencé à décoller. Le pays a commencé à décoller. Ils se sont organisés, ils ont combattu la corruption sous toutes ses formes. Ils ont combattu la corruption sous toutes les formes. Et le Singapour s'est développé, le Singapour est avancé, le Singapour est monté. Pourquoi j'ai dit ça? Dernièrement, le président de la République est arrivé au marché, au grand marché Zambe. Il a trouvé les travaux, il a regardé ce qu'il a regardé. Le président a regretté pour 3 choses. Première chose, manque de discipline. C'est-à-dire le peuple n'obéit pas à l'État. Les gens aiment les désordres. Deuxième chose, l'état d'avancement des travaux. La période prévue pour que les travaux se terminent ne s'était pas terminée. Troisième chose, il n'y avait pas de canalisation où l'eau pouvait partir. Tous les terrassiers qui sont aux alentours sont sales et pleins de sachets, de bidons, des choses en plastique et tout. Ça a énervé le président. Il dit, mais finalement, est-ce qu'il y a un gouverneur ici? Est-ce qu'il y a ceci ici? Respectez les 4 conditions. Mettez la stabilité, mettez la propriété, baissez les taxes. Faites tout ça. Vous allez voir que ce pays ici, la RDC,
va devenir l'un des grands pays. Ça va attirer des investisseurs. Nous ne souffrirons plus. C'est ainsi que aujourd'hui Singapour est devenu l'un des grands pays. Merci.